Donc, on va poursuivre des cours à distance pour poursuivre notre programme, Inch'Allah. Donc, on s'est arrêté dans l'économie générale, dans le comportement du consommateur. Donc, on a entamé le chapitre de la consommation. On a vu la définition de la consommation, qui est l'utilisation ou la destruction immédiate ou progressive d'un bien ou d'un service afin de satisfaire directement ou indirectement un besoin. Donc après, on a énuméré les différents types de consommation, à savoir la consommation finale, la consommation intermédiaire, la consommation individuelle, la consommation collective, la consommation privée, la consommation publique, l'autoconsommation, la consommation des biens et services fournis par autrui, la demande intérieure et la consommation nationale. Puis, on a vu grand 2, la structure et l'évolution de la consommation. On a dit que la structure de la consommation est la répartition de l'ensemble des dépenses d'un ménage en fonction d'un certain nombre de postes appelés postes budgétaires, comme l'alimentation, les loisirs, l'habillement, ainsi de suite. Donc, la structure de la consommation et son évolution peuvent s'analyser à l'aide des coefficients budgétaires. On a dit que le coefficient budgétaire est la part d'un poste de consommation dans le total des dépenses. On a vu un exemple, on a calculé le coefficient budgétaire à travers la part du poste de consommation sur le total des dépenses fois 100 pour pouvoir détecter la part de chaque poste de consommation dans le total des dépenses. Puis on a passé à la mesure de la consommation, on a calculé la proportion moyenne à consommer, la propension marginale à consommer, l'élasticité revenue à la consommation. Donc, on a vu la loi d'Engel et la loi de Keynes. On a fait l'élasticité prix. Donc, on a vu un exemple de calcul de l'élasticité prix. Donc, on a vu la loi du sociologue Veblen et le paradoxe de Giffen. Maintenant, on va entamer le comportement du consommateur selon la théorie néoclassique. Donc, à l'instar du producteur, le consommateur est rationnel. Donc, rationnel, il est censé faire des calculs avant de procéder à des choix. Donc, avant d'acheter, avant de consommer, il doit avoir des calculs pour pouvoir être rationnel. Comment rationnel, il doit satisfaire le maximum de ses besoins, il doit satisfaire au mieux ses besoins illimités sous la contrainte de son revenu ou bien de son budget limité. Donc, il doit chercher à satisfaire ses besoins illimités le maximum possible tout en respectant son revenu ou bien son budget. Et par conséquent, obtenir le maximum de satisfaction ou bien le maximum d'utilité. Donc, on va parler plus de l'utilité. Donc, il doit avoir plus d'utilité, le plus d'utilité possible. Donc, pour cela, on va distinguer deux approches de calcul de l'utilité de consommateur, l'approche cardinale et l'approche ordinale. On va commencer par l'approche cardinale de l'utilité. Donc, selon les tenants de cette approche, le consommateur est capable de mesurer l'utilité. Donc, ici, les économistes ont pu déceler la capacité du consommateur à mesurer son degré de satisfaction. Donc, c'est-à-dire la possibilité d'attribuer un nombre à chaque niveau de satisfaction que lui procure la consommation d'un bien. D'accord? Donc, par exemple, si je vais consommer une demi-orange, ça va me procurer un niveau de satisfaction, bien une utilité de 2. Si, par exemple, je vais consommer une pomme, ça va me procurer une utilité de 3, et ainsi de suite. Donc, j'aurai la capacité de donner un nombre, un niveau de satisfaction, un niveau d'utilité pour chaque bien ou bien chaque service consommé. Pour cela, on passera à un exemple pour déceler cela. Donc, il y a 3 exemples dans
cette partie, dans cette approche cardinale de l'utilité. Le premier exemple va porter sur le cas d'un seul bien. Lorsqu'on a un seul bien, quel est le maximum d'utilité? Quelle est la quantité qui va m'engendrer le maximum d'utilité possible? D'accord? Après, on va passer à un deuxième exemple lorsqu'on a deux biens qui ont le même prix. Et le troisième, ça va porter sur le cas de deux biens, mais avec des prix différents. Quelle est la combinaison optimale d'avoir un niveau de satisfaction optimal tout en respectant la contrainte du revenu? Donc, pour débuter notre premier exemple, le cas d'un seul bien, on va voir l'utilité totale et l'utilité marginale. Donc, l'exemple porte sur l'évolution de l'utilité d'un consommateur en fonction de la quantité des pommes consommées dans une période. Donc, on a les quantités, 0 pommes, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 7 pommes. L'utilité totale. Donc, l'utilité totale, on a dit, c'est le niveau de satisfaction, c'est le nombre attribué suite à la consommation d'un bien. Donc, lorsque je ne consomme pas de pommes, j'ai une utilité de 0. Si je consomme une pomme, j'ai un niveau de satisfaction de 10. Si je consomme 2 pommes, j'ai un niveau de satisfaction de 18. Si je consomme 3, j'ai une utilité de 24. Si je consomme 4, j'ai une utilité de 28. Si je consomme 5, j'ai une utilité de 30. Si je consomme 6, j'ai une utilité de 30. Et si je consomme 7, j'ai une utilité de 28. Donc, ce qui est demandé, c'est le fait de compléter le tableau. Donc, on va calculer l'utilité marginale, puis on va représenter graphiquement l'utilité totale et l'utilité marginale en fonction de la quantité X, et on va commenter le graphique. Donc, premièrement, on a déjà dit au niveau du comportement du producteur, lorsqu'on va calculer une grandeur marginale, donc on va mesurer si on va ajouter une unité supplémentaire, de combien la grandeur va varier. Donc, dans ce stade, donc, je vais voir lorsque je vais ajouter un bien supplémentaire, donc la quantité de 1 supplémentaire ou bien une quantité de biens supplémentaires, de combien va varier l'utilité. D'accord? Donc, si je vais ajouter une pomme de plus, de combien l'utilité va être ajoutée. Donc, je suppose que c'est clair. Donc, pour cela, on va prendre quoi? L'utilité marginale. Donc, l'utilité marginale de la quantité X va être égale à combien? Donc, c'est la variation de l'utilité totale de X sur la variation de la quantité de X. Donc, pour l'utilité marginale de 0. Donc, la variation de l'utilité totale de 1 sur la variation de la quantité 1. Ça va nous donner combien? Donc, on a l'utilité totale est 0. Donc, on n'a pas d'utilité. Donc, l'utilité de 1. Donc, c'est 10, pardon, moins 0. Parce que dans l'utilité marginale de 0, donc on n'a pas d'utilité, on n'a pas de calcul antérieur. Donc, on ne peut pas calculer sur la base de la variation. Donc, c'est 0. On n'a pas d'utilité marginale. Donc, pour 1, c'est la variation de l'utilité totale de 1 sur la variation de la quantité jusqu'à 1. Donc, on a pour 1, l'utilité totale, c'est 10. L'utilité de 0, la précédente, c'est 0. Sur 1, la quantité 1, moins 0, la précédente. Ça va nous donner 10 sur 1, c'est 10.
Donc, l'utilité marginale de une pomme, si je vais ajouter une pomme, j'ai 0 pomme, je vais ajouter une pomme supplémentaire, je vais avoir 10 comme niveau de satisfaction supplémentaire. Donc, de la même manière, on va procéder au calcul de l'utilité marginale de 2. Donc, on a l'utilité totale de 2, c'est 18, moins la précédente, c'est 10, l'utilité totale de 1, sur la quantité, c'est 2, la quantité précédente, c'est 1. Donc, la variation a été de 1 sur la quantité et la variation de l'utilité totale a été de 8. Donc, 8 sur 1, c'est 8. De la même manière, utilité marginale de 3. Combien on a d'utilité totale de 3? C'est 24. La précédente a été de 18. Donc, sur 3 moins 2 est égal à combien? Donc, c'est 6 sur 1. C'est 6. L'utilité marginale de 4. Donc, on a combien? 28 moins 24 sur 4 moins 3. Donc, ça va être égal à 4 sur 1, c'est 4. L'utilité marginale de 5, de la même manière, c'est 30 moins 28 sur 5 moins 4. Donc, c'est 2. Sur 1, c'est 2. L'utilité marginale de 6, c'est 30 moins 30 sur 6 moins 5 est égal à 0 sur 1 est égal à 0. Et l'utilité marginale de 7 est combien? Est 28 moins 30 sur 7 moins 6 est égal à moins 2 sur 1 est égal à moins 2. Est-ce que c'est clair? Donc, on va compléter le tableau. On a dit qu'il n'y a rien dans le 0. Donc, la première, c'est 10. La deuxième, c'est 8. La troisième, c'est 6. La quatrième, c'est 4. La cinquième, c'est 2. La sixième, c'est 0. La septième, c'est moins 2. Donc, on a terminé le calcul de l'utilité marginale. Donc, on va représenter, deuxièmement, graphiquement l'utilité totale et l'utilité marginale en fonction de la quantité x. Donc, j'ai tracé déjà pour représenter, donc je dis toujours qu'un graphique a un titre. N'oubliez jamais le titre du graphique. Présentation graphique de l'utilité totale et l'utilité marginale du bien. Ici, on a des pommes. D'accord? Donc, on va représenter ici l'utilité totale et l'utilité marginale et ici les quantités x. D'accord? Donc, on va prendre les quantités 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, ici, j'ai choisi de partir avec 5, 10, 15, 20, 25 et 30. Donc, bien sûr, vous devez avoir vos cahiers, vos stylos et tous vos fournitures scolaires pour calculer avec moi, pour tracer avec moi. Bien sûr, le graphique, on va le tracer comme toujours dans un papier millimètre et ça va être collé sur vos cahiers. Donc, tracez avec moi
Donc, bien sûr, j'ai fait un tracé qui n'est pas exact, mais vous, dans votre papier millimètre, donc vous avez une exactitude dans la représentation. Donc, pour l'utilité marginale, dans le tableau, on a 0. Donc, le premier point, c'est... Donc, je vais prendre une autre couleur pour que ce soit plus clair. Donc, premier point, c'est 0. Donc, on a 1 correspond à 10. Donc, pour 1, c'est 10. Pour 2, c'est 18. Donc, c'est à peu près ici. Pour 3, c'est 24. 24, c'est à peu près ici. Pour 4, c'est 28. 28, c'est à peu près ici. Pour 5, c'est 30. Donc, c'est à peu près ici. Pour 6, c'est 30, c'est la même chose. C'est à peu près ici. Et pour 7, c'est 28. Donc, c'est la même de 4. Donc, c'est à peu près ici. D'accord? Donc, on va tracer la courbe. Donc, dans vos cahiers, ça sera plus exact. Donc, c'est approximatif. Donc, une courbe à 1 an. Donc, on a représenté l'utilité totale de la quantité X. Maintenant, on passera à la représentation de l'utilité marginale. Donc, premièrement, 0, il n'y a pas d'utilité. Donc, pour 1, c'est 10. Donc, c'est le même point. Donc, pour 2, c'est 8. Donc, c'est à peu près ici. Donc, pour 3, c'est 6. Pour 3, c'est 6. C'est à peu près ici. Pour 4, c'est 4. Donc, c'est à peu près ici. Pour 5, c'est 2. Donc, approximativement, c'est ici. Pour 6, c'est 0. Donc, c'est le point 0. Et pour 7, c'est négatif. Donc, c'est à peu près ici. Vous allez tracer par un crayon. Donc, et on va lier les points. Donc, c'est l'utilité marginale. Donc, ça sera plus clair dans vos cahiers. Donc, on a essayé de faire une représentation de l'utilité marginale et de l'utilité totale, pardon, et de l'utilité marginale dans un même graphique. Donc, qu'est-ce qu'on va remarquer? Donc, la courbe de l'utilité totale montre que les quantités consommées de pommes augmentent et que l'utilité totale croît dans le même sens jusqu'à la 6e pomme. Oui, la consommation de la 7e pomme est inférieure. Donc, l'utilité marginale donc, est de plus en plus négative et de plus en plus décroissante. Donc, on trouve que la courbe de l'utilité marginale est décroissante, ce qui signifie que la consommation des pommes, plus que la consommation des pommes augmente, plus on parle de la satiété augmente et le besoin diminue. Donc,
on parle ici de la satiété ou bien de point de saturation. Donc le point de saturation, donc il est enregistré ici. Donc ici, lorsqu'il y a une stagnation de l'utilité, donc il y a un point de satiété, un point de saturation. Après, donc ça devient négatif, ce qui signifie qu'on a une désutilité. Donc la désutilité peut être expliquée par le danger que puisse provoquer la consommation de la 7e pomme. Donc on n'a plus besoin de pommes, mais on a consommé une de plus, donc ça devient négatif, donc comme mentionné dans l'utilité marginale. Donc on n'a plus d'utilité, mais on a une désutilité, une utilité qui est négative. Donc pour maximiser son utilité, le consommateur doit s'arrêter à la pomme 6. 6, c'est le maximum. D'accord? Donc, au-delà de 6, ça devient plus dangereux pour ce consommateur. On parle de désutilité. Donc, pour conclure, pour un seul bien, la condition d'équilibre, ou bien pour avoir le maximum de satisfaction, on doit cela est obtenu lorsque l'utilité marginale est égale à 0. Donc l'équilibre est lorsque ici, donc ici c'est la consommation, donc lorsque l'utilité marginale est égale à 0. Donc c'est la consommation de 6 pommes. Donc c'est la quantité optimale. Au-delà, c'est pas bon. Et au-dessous, on ne peut pas avoir une maximum de satisfaction, une satisfaction maximale. Donc, pour généraliser, donc vous trouvez ici le dessin de l'utilité sur un papier millimètre. Donc, c'est un peu plus clair. Donc, j'ai préféré seulement tracer le graphique avec vous pour vous permettre de le faire sur vos cahiers. Donc, le commentaire, c'est à peu près la même chose que je vous ai expliqué maintenant. Donc, la courbe de l'utilité totale montre comment, à mesure que les quantités consommées de pommes augmentent, l'utilité totale croît, mais à un taux décroissant jusqu'à la 6e pomme, le point de satiété ou le point de saturation. L'utilité totale marque un point d'inflexion quand l'utilité marginale est nulle, UM est égal à 0. La courbe de l'utilité marginale, UM, est décroissante, ce qui signifie que à mesure que de la consommation des pommes augmente, la satiété augmente et le besoin diminue. Donc, c'est une constatation du psychologue allemand Gossen. La consommation de la 7e pomme a une utilité marginale négative. On l'appelle désutilité. Cette désutilité peut être expliquée par le désagrément ou le danger qu'elle puisse provoquer. Donc, pour conclure, pour maximiser sa satisfaction, son utilité, le consommateur doit s'arrêter à la 6e pomme où l'utilité marginale est nulle. M est égal à 0. Donc, pour un seul bien, la condition d'équilibre, le maximum de satisfaction est obtenu lorsque l'utilité marginale est nulle, est égale à 0. Donc, pour généraliser, c'est quoi une utilité totale? Donc, c'est le degré de la satisfaction que le consommateur a procuré de la consommation d'un bien ou d'un service. La fonction de l'utilité totale s'écrit comme suit. Donc, pour un seul bien, l'utilité U est égale à la fonction de X. Donc, une fonction de X où X est la quantité du bien consommé. Pour deux biens, l'utilité est égale à F de X et Y. Donc, lorsqu'on a deux biens, donc on a la quantité de X et la quantité de Y. Pour plusieurs biens, la fonction d'utilité est en fonction, une fonction de X, Y, Z, etc. Donc, selon le nombre des biens. Et X, c'est la quantité de biens X, Y, c'est la quantité de biens Y, Z, ainsi de suite. Donc, pour l'utilité marginale, c'est l'utilité procurée par la consommation d'une unité supplémentaire, c'est ce que j'ai dit, la consommation d'une unité supplémentaire d'un bien, donc elle est notée
UM de X, comme on a dit, c'est la variation de l'utilité totale sur la variation de la quantité. Donc, c'est ce qu'on a calculé. C'est la variation de l'utilité totale et sur la variation de la quantité. L'utilité retirée de la consommation d'unités successives d'un bien donné diminuera à mesure que la consommation de ce bien augmente. Et c'est ce qu'on a remarqué par la courbe de l'utilité marginale. Plus on consomme, moins on a d'utilité, jusqu'à ce qu'il soit négatif. Donc, la condition d'équilibre, cas d'un seul bien, pour un seul bien, le maximum de satisfaction, la combinaison optimale est obtenue lorsque l'utilité marginale est nulle. Lorsqu'on a une utilité marginale qui est nulle, UM est égal à 0, donc on n'a plus intérêt à consommer parce que l'utilité a été maximisée lorsque l'utilité marginale est égale à 0. Donc, pour cela, on a terminé ces premiers exemples. Donc, ce premier exemple. Donc, on passera au deuxième exemple, le cas de deux biens. Lorsqu'on a deux biens, quelle est la combinaison optimale pour dire que je suis dans le maximum de satisfaction?